Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Désolé pour le léger retard, on a Pascal de Valtech qui a quelques petits problèmes de connexion, mais qui devrait nous rejoindre sous peu. Alors, j'espère déjà que les dernières semaines de confinement sont bien passées pour vous tous, ou en tout cas le mieux possible. On a Jean-Christophe qui est déjà avec nous. Hello Jean-Christophe. Salut, ouais, j'ai réussi à me confiner dans un endroit sympa là, donc salut à tous. J'ai surtout l'impression que tu as accès à des hackers de qualité. Et je vois aussi qu'on a donc une bonne partie de nos invités qui sont présents. Donc, on va pouvoir commencer le webinaire sur donc, les best practices d'engagement client pendant et après le confinement. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Quentin Lebeau, je suis le CEO et un des cofondateurs de Talkiwalki. Et rapidement, en 2 mots, donc Talkiwalki, on est une jeune entreprise qui va se spécialiser dans la création de communautés de clients pour les retailers et pour les marques. Et en fait, principalement en tant que tel, on va faire 2 choses. La première, ça va être de conseiller les marques sur leur stratégie communautaire. Et la deuxième, ça va surtout être de travailler avec elles à créer des plateformes communautaires pour justement engager, retenir et créer de la valeur avec ces communautés. Et en fait, dans ce cadre, on a naturellement passé les dernières semaines à discuter de comment on pouvait au mieux engager leurs clients dans cette période de confinement. Et une question qui est revenue assez systématiquement dans nos discussions, c'était quel serait le benchmark? En d'autres mots, quelles sont les best practices qui se font en ce moment? Quelles sont les marques qui s'en sortent bien? Et est-ce que vous, Talkiwalki, vous seriez en mesure de nous montrer un peu quelles sont les best practices, tous secteurs confondus? Et c'est ça, en fait, qui nous a donné l'idée de créer ce webinaire pour, en fait, expliquer, lister les best practices d'engagement que nous, on avait vus, à la fois pendant le confinement, mais aussi potentiellement ceux qui dureraient après le confinement. Pour enrichir au maximum ce webinaire, on a décidé de notre côté aussi de faire appel à des experts du retail pour nous aider en fait à prendre du recul sur ces situations et à nous expliquer un peu quelles étaient les raisons de ces initiatives, comment elles fonctionnaient et quels seraient leurs bénéfices. Donc nous, on s'est naturellement tourné vers Valtech, qu'on connaît bien. On a des clients en commun et puis on estime que c'est une boîte qui a une très bonne vision du retail, mais aussi une très bonne vision du communautaire. Donc on a la chance d'avoir Jean-Christophe et peut-être Pascal avec nous. Jean-Christophe, je vais en profiter pour te proposer de te présenter. Oui, bonjour à tous. Écoutez, ravi de faire ce webinaire avec mes amis de Talkiwalki. Moi, je suis executive VP pour Valtech au niveau mondial dans le retail. C'est-à-dire que je m'occupe de toutes nos activités retail, nos clients retail et nos équipes retail. Je suis d'habitude basé à New York, mais là, c'est une bonne nouvelle entre guillemets pour le webinaire, c'est que je me suis confiné à Paris, donc ravi d'être en France. Super. Bon, on demandera à Pascal de se présenter s'il arrive à se connecter. Dernier point technique avant qu'on se lance dans le webinaire en lui-même. Vous allez voir qu'à votre droite, normalement à droite de nous et des palmiers de Jean-Christophe potentiellement, vous avez un système de chat. Pascal vient de nous rejoindre, il va potentiellement monter sur scène. Et Pascal vient de nous faire une démonstration du système de chat. Donc, le système de chat, ça va vous permettre, en fait, pendant le webinaire, de poser toutes vos questions. Ce qu'on va essayer, nous, c'est de les prendre, en fait, au fur et à mesure. Et si on n'a pas le temps de les prendre, de toutes les façons, on aura un temps de Q&A à la fin. Dernier point, avant que je laisse Pascal se présenter. Si vous le souhaitez, là, déjà, vous pouvez faire comme Sandra et tester le système de webinaire pour vérifier que ça marche et que vous pouvez poser des questions. Et dernier point, pas besoin de votre côté de prendre des notes. On vous enverra en fait un enregistrement à la fin de ce webinaire. Pascal, je te propose de te présenter rapidement. Oui, bonjour, je suis Pascal Malotti, je suis directeur de business développement et de la stratégie chez Valtech France. Et j'accompagne certains de nos clients dans leur transformation business. Super. Petit point plus technique du côté de Pascal et Jean-Christophe. En haut de votre écran, vous allez voir il y a une petite cloche normalement. Si vous pouvez appuyer sur la cloche pour barrer la cloche, comme ça on n'aura pas les notifications de questions en live. Ok, super. Donc on va se lancer. Donc pour le webinaire, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avancer en 2 temps. D'abord, vous listez en fait les best practices d'engagement client qui ont émergé pendant le confinement. Donc ce que je vais faire, c'est que moi de mon côté, je vais vous les détailler et les décrire. Et ensuite, je demanderai directement à Jean-Christophe ou à Pascal de faire une petite analyse rapide sur ces différents exemples. Et dans un deuxième temps, on va plutôt regarder vers l'avant en voyant en fait en quoi ces best practices vont pouvoir servir au moment du déconfinement, mais aussi quelles autres initiatives on va probablement voir émerger pour préparer, que vous pourriez commencer à préparer dès maintenant. Et oui, vous aurez un support écrit
Alexandra. Donc, sur les best practices en temps de confinement, le premier point à noter, quand on a essayé de rassembler tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que la situation était particulièrement inédite, que les marques étaient finalement un peu parties, marques et retailers étaient un peu partis dans tous les sens, avec une approche de test and learn. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Résultat, on a différencié finalement 3 catégories de réponses et d'engagement face à la crise. Première, ça va être la mise en place d'une aide immédiate qui va non pas cibler directement les clients, mais plutôt les soignants ou les victimes du Covid. Ça a été fait de différentes façons, de façon d'ailleurs plus ou moins radicale. La façon la plus radicale, c'est ces boîtes qui ont réussi à basculer une partie de leur production vers des produits essentiels pour la lutte contre la crise. Meilleur exemple et le plus connu, je pense, c'est LVMH, qui a réussi à basculer 3 de ses usines de parfums sur la production de gel hydroalcoolique et qui a réussi comme ça à produire quelques dizaines de tonnes de gel pour les hôpitaux gratuitement dès le début de la crise. Au-delà de bénéfices pour l'image, pour eux, ce qui est impressionnant, c'est que ça a montré aussi leur capacité à être flexible et adaptable. Autre exemple, Chantel. Donc Chantel, marque de lingerie française, qui s'est mise à la production de masques. Et ça s'est avéré être une excellente initiative, déjà parce que une partie des masques a été envoyée gratuitement à des associations, à des mairies, mais aussi parce que ça leur a permis de préserver l'emploi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ayant lancé la production de masques, ils ont eu des demandes B2B d'autres marques qui leur ont demandé de leur envoyer des masques. Et donc, résultat, ils ont créé une sorte de side business de création de masques pour des boîtes en B2B. Donc ça, c'est des exemples, c'est très bons exemples, mais c'est des exemples pas forcément excessivement simples à mettre en place, parce que tout le monde ne peut pas basculer la production de son usine en quelques semaines. Donc, en fait, on a une deuxième catégorie de marques qui, eux, ont en fait mis à disposition des produits existants au service de la lutte contre la crise sanitaire. Je pense que l'exemple le plus connu, c'est Decathlon. Decathlon qui, après avoir découvert que ces masques de snorkeling pouvaient être utiles aux hôpitaux dans le cadre d'assistance respiratoire, a finalement arrêté leur vente de ces produits sur Internet et en a mis à disposition des milliers pour les hôpitaux. Autre exemple, plus international, on a Crocs, vous savez, cette espèce de chaussures en plastique particulièrement élégantes, qui a été capable de fournir environ 10 000 chaussures par jour aux soignants. Et un autre exemple qui est assez marrant dans la façon dont ils l'ont mis en place, c'est Allbirds. Donc Allbirds, c'est à peu près le même créneau que Crocs. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posté sur Instagram dès le début en disant qu'ils offraient des paires de chaussures gratuites à tous les soignants qui étaient en première ligne et qui en avaient besoin. Donc, la demande a naturellement explosé. Ils se sont retrouvés à devoir donner 500 000 paires de chaussures offertes. Et voyant qu'économiquement, ils n'allaient pas tenir le coup, ils ont eu une idée, ça a été de lancer un système qu'ils appellent de Buy One, Give One Free, où en fait, à chaque fois que vous allez sur le site, c'était encore le cas hier, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, quand vous achetez une de ces paires de chaussures, ils vont vous donner gratuitement une paire de chaussures à des soignants. Donc voilà, ça c'est le deuxième exemple. Et le dernier exemple dans ce cadre de cette lutte, c'est toutes les marques ou les retailers qui ou ne produisent pas leurs propres produits ou n'ont pas des produits qui sont pertinents dans ce cadre-là pour en tout cas la lutte contre le Covid. Et là, ce que ces boîtes ont fait, c'est qu'elles ont mis simplement des systèmes qui permettent de reverser une partie du chiffre d'affaires qu'ils sont en train de faire à la lutte contre le Covid. Donc, on a Calpac qui fait partie d'une coalition américaine qui s'appelle, vous voyez le logo au milieu, Brands for Better. Et ça, c'est une cinquantaine de boîtes américaines qui sont unies et qui sont engagées jusqu'au 1er mai, aux dernières nouvelles, à donner 10% du prix d'achat des produits qu'ils vendent en ligne à des fondations qui s'occupent de lutter contre le Covid. Donc voilà pour un tour d'horizon un peu rapide de ce qui s'est fait de mieux sur ces initiatives-là. Est-ce que de votre côté, Jean-Christophe, Pascal, vous avez un peu des feedbacks là-dessus? Alors, de notre côté, moi, je voulais quand même juste… Jean-Christophe, tu voulais commencer ou… Non, vas-y. J'essaie de vérifier ce que tu viens de dire, Quentin, sur Allbirds, là, mais je n'ai pas de doute que c'est effectivement leur démarche. Non, je voulais… Par rapport aux marques dont on vient de parler, ce qui est intéressant quand même en introduction, c'était de dire qu'on voit bien quand même qu'il y a d'un côté des marques traditionnelles et de l'autre côté ce qu'on appelle les Digital Native Vertical Brands. Elles expérimentent toutes des choses nouvelles, mais entre guillemets, toutes ne sont pas égales face à cette crise sanitaire. On le sait, pour les marques traditionnelles, très souvent dans le retail, la crise sanitaire a entraîné la fermeture des réseaux physiques. Donc la complexité est plus forte pour une marque traditionnelle.
on a eu des chiffres, hein, des marques comme le groupe Eram, par exemple, ont vu 94% de leur chiffre d'affaires disparaître du jour au lendemain. Les 6 derniers pourcents, c'est de l'e-commerce. Alors que donc ça veut dire que pour ces marques, il faut accélérer une forme de transformation. Alors que pour les direct to consumers brands comme Allbirds que tu viens de citer, Quentin, on va dire que la norme, en effet, c'est de se construire sur un modèle e-commerce avec une supply chain qui est quand même adaptée à ce modèle pour aller progressivement vers un réseau physique de quelques magasins. Là encore, c'est intéressant de regarder la montée en puissance d'Allbirds qui, en maintenant une année, a créé à peu près une dizaine de magasins dans le monde. Il y en a 2 en Europe, 3 même avec 2 à Londres et 1 à Berlin. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jeunes marques se sont construites sur à la fois ce modèle qui aujourd'hui finalement est prisé, fonctionne, puisque encore une fois le réseau de magasins physiques a été complètement oblitéré, et d'autre part aussi sur des cœurs de valeur qui sont un peu magnifiés pendant cette crise sanitaire. Donc je ne dis pas que c'est un copier-coller, mais c'est beaucoup plus naturel aujourd'hui pour une digital native vertical brand. Donc elles savent réagir vite. Elles s'adaptent tous les jours parce qu'elles sont construites, elles ont construit leur notoriété en même temps sur ce savoir-faire, à la fois sur les médias sociaux et sur leur organisation. Donc, ce qu'on voit, c'est pour appuyer ce que tu disais, on voit que le monde est différent de ce qu'il était il y a quelques semaines. Et je ne dis pas l'après sera différent, on n'en sait rien. Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit où on peut ressentir le plus ces changements, c'est vrai, ce sont nos flux Instagram. Donc, il y a des marques qui ont passé beaucoup de temps ces dernières années à élaborer des stratégies d'influence et de contenu qui sont à la fois générés par des utilisateurs pour créer une empreinte de marque authentique qui a toujours été soignée. Et ça résiste aujourd'hui, mais dans le même temps, on voit une transformation, une bascule dans la communication. Et c'est vrai que si on regarde des marques comme Glossier, alors je l'illustre après, on se rend compte tout d'un coup qu'ils font des trucs très, très différents. Regardez tous leurs derniers posts. Regardez en effet le post que je prends comme exemple si on bascule sur la slide suivante, Quentin. Voilà. Et là, on voit bien tout d'un coup, il y a une vidéo assez crazy. D'ailleurs, c'est dans leurs commentaires. Donc, ils postent des vidéos, par exemple, alors ils en ont posté une, d'un animal de ferme qui est en train de manger des meubles. Tout ça pour dire que tout d'un coup, finalement, on se retrouve dans un territoire, dans une vie qui est différente, qui finalement nous rend plus vulnérables. Et cette vulnérabilité, ils essaient de la traduire dans leurs posts. Donc, ils demandent à leurs fans ce qu'ils veulent voir. Ils sont encore plus humains. Ils ont organisé, par exemple, une visio avec la fondatrice Emily Weiss. Et ils ont lancé aussi des campagnes avec des nouvelles séries pour leur campagne Feeling Good, All Made Up ou le Nowhere to Go. Donc, on voit bien que c'est des choses qui testent, c'est des choses nouvelles qui sont en train de tester. Et tout ça, ils l'ont fait en quelques semaines. C'est même pas une bascule sur un trimestre, c'est une bascule en presque une semaine. Donc, on se rend compte finalement très souvent qu'on dit que il existe un cliché en marketing. On dit qu'il faut souvent aller à la rencontre de ses clients, là où ils sont. Et finalement, c'est plus un cliché, c'est une obligation. Maintenant, c'est l'obligation d'aller à la rencontre de ses clients parce que finalement, la psyché collective l'exige. C'est la nouvelle norme qui s'est imposée aux marques et qui est retombée sur les marques un peu comme une épée Damoclès en quelques semaines. Voilà. Et donc, pour conclure sur cette partie, on le voit avec Calpac aussi, c'est intéressant parce que quand vous êtes une marque qui vendait des valises, bon, pour le voyage et que plus personne dans le monde ne voyage ou presque, ça veut dire que finalement, vous devez revenir aux sources de ce qu'est le voyage. À un moment, c'est des rapports humains entre des individus qui sont parfois éloignés. Et Calpac, tu l'as très bien montré que Quentin, on va dire, traduit ça de la manière la plus intelligente possible, sous forme de co-branding avec d'autres marques. Et finalement, on retourne aux sources de ce que l'on sait faire, c'est-à-dire à un moment, on vous offre du bien-être. Et le voyage, c'est la traduction du bien-être, sauf que le bien-être, c'est une forme de bien-être qui est différente. C'est le bien-être du rester chez soi et c'est le bien-être de soins qui peut vous être prodigué par un ensemble de marques différentes. Donc, juste pour conclure, on se rend compte que les histoires que l'on vit sur les médias sociaux sont assez différentes, qu'évidemment, elles doivent traduire, ressembler et exprimer ce que c'est qu'un monde de distanciation sociale,
un monde où on est dans le Covid-19. C'est un grand test. Je pense que certains de ces changements vont se concrétiser, d'autres vont échouer. Mais les marques vont trouver des moyens de mettre en œuvre de nouvelles méthodes qui s'adapteront encore plus à l'authentique. Et je suis certain que certaines de ces approches vont rester dans le temps et seront durables même dans l'après-crise sanitaire. Oui, Quentin, moi, pour compléter ce que tu dis, Pascal, je veux rappeler qu'il y a 3 dimensions hein, dans cette phase d'abord de confinement, et puis après, dans une phase dont on sait que ça ne sera pas back to normal, comme on dirait en anglais, hein, ça va être quelque chose qui va être nouveau. C'est qu'il y a 3 populations. Il y a les marques qui s'engagent de façon visible avec des soignants, qui est évidemment qui était la priorité numéro 1. Il y a les marques qui en profitent pour aider leurs clients dans la situation du déconfinement ou dans l'après-déconfinement, dont on sait qu'il sera probablement une succession de confinements, déconfinements. On n'en connaît pas encore toutes les finesses, mais maintenant, ça paraît évident. Je ne voudrais pas oublier une population qui est ravie d'être connectée et c'est l'occasion de créer des événements qui relient salariés et clients. C'est la population des salariés. Parce que les salariés sont d'abord des clients souvent et ils vivent finalement la situation au même niveau que les clients. Et en fait, il y a des marques qui de façon assez anonyme, donc c'est pas très visible, on va dire, médiatiquement, mais qui font des dons, par exemple, de masques. Je pense à une marque avec qui j'ai eu une discussion qui était Bonpoint ou Weston, par exemple, qui ont fait des dons de masques à des hôpitaux, mais sans le dire. Par contre, c'était visible pour les salariés. Donc, il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier. Je pense que pour les marques qui nous écoutent et qui travaillent sur des sujets comme ça, peut-être que réfléchir à quelque chose qui relie ces 3 communautés, finalement, on va parler de communauté avec toi, Quentin, mais qui relie la communauté des salariés, la communauté des clients et la communauté des soignants, ça, c'est quelque chose qui peut être très fort parce que c'est pertinent et c'est dans le contexte et dans le moment, dans le bon sens, quoi, hein. Sachant que, évidemment, on sait malheureusement que, comme je disais en introduction, ça va pas se finir le 11 mai pour parler de la situation française. On sait qu'on va vivre dans cette période assez longtemps. Je suis pas un spécialiste. Certains disent 1 an, d'autres 2 ans. Donc, c'est quelque part une bonne nouvelle aussi pour les gens qui travaillent sur ces engagements avec les comités clients associés à cette situation Covid. C'est qu'on ne travaille pas pour 1 semaine ou 2 semaines. On commence déjà à travailler dans le moyen terme, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que c'est un très bon point sur les salariés. Effectivement, c'est un point que nous, qu'on n'a pas beaucoup regardé dans le cadre de ce webinaire, mais je pense que ça vaudrait le coup de faire un zoom là-dessus à un moment, parce qu'effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on voit en interne, même quand on crée des communautés de clients. Les marques les plus performantes sont celles qui arrivent au sein de ces communautés, justement, à inclure leur staff, leurs salariés. Résultat, on va basculer sur le deuxième type d'initiative. Donc là, on était vraiment sur ces premières initiatives qui étaient des réactions d'urgence et de lutte contre la crise. Là, on va arriver sur le deuxième type d'initiative que tu viens justement de mentionner, Jean-Christophe. En termes d'engagement client, c'est ces boîtes qui, en fait, se sont focalisées à la résolution d'un autre problème qui n'était pas le problème des soignants ou des victimes, mais qui était le problème des confinés. Donc, ces gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain, comme nous, coincés chez eux. Et en fait, on a une première type de réaction de ces marques qui a été de créer du contenu ou des événements, d'ailleurs souvent en ligne, à vocation ou pédagogique ou informative. Donc, le but est simple, c'est rendre le confinement plus agréable. Je pense qu'un bon exemple qu'on a eu en France, c'est Leroy Merlin, qui a mis en place assez rapidement des initiatives assez sympas. Leur objectif à eux, c'était le côté pratique du confinement. Donc, en fait, c'est gérer les petites pannes au quotidien, le DIY, le petit bricolage. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une helpline gratuite, en vidéo et par chat, pour vous aider à dépanner votre évier qui fuit pendant le confinement. Mais ils ont aussi mis en place des petits tutos de brico, donc une page dédiée qu'on voit là, qui va permettre de m'occuper, mais aussi d'améliorer mon quotidien. Deuxième sujet, brico privé aussi. Deuxième sujet, oui, alors pour info, on oublie évidemment plein de très bonnes initiatives. Il a fallu choisir, on a dû trancher, parfois c'est pas juste. Deuxième sujet qui a été abordé, c'est le sujet de comment occuper ses enfants. Donc ça, c'est Hobbycraft, qui est pour nous un des meilleurs exemples. Hobbycraft, c'est le géant des arts plastiques en Angleterre. Et donc, il s'est attaqué à cette tâche en créant ce qu'ils ont appelé le Kids Craft Club. Et donc, le Kids Craft Club, c'est tous les jours à 11 h sur Facebook, Twitter et Instagram. Ils vont animer un cours d'art plastique qui va être à destination à la fois des parents et des enfants. Ce qui est plutôt malin, c'est qu'ils ont à chaque fois imaginé des projets pour lesquels quelqu'un qui vit au quotidien avec des enfants devrait avoir les outils nécessaires.
Et évidemment, si jamais il vous manque les crayons ou la peinture, ils vous proposent une semaine en avance de l'acheter sur le site. Et ça a très bien pris. Ils ont fait aussi, je ne vais pas rentrer en détail, mais un système très intelligent de tagage entre parents sur Facebook, sur cette initiative. Et en fait, ils se retrouvaient avec plus de 50% de followers sur Facebook grâce à ça, juste en quelques semaines. Donc pour nous, c'est un best practice. Autre exemple d'amélioration du quotidien en confinement, c'est la marque Neoness. Donc Neoness, c'est la marque de club de sport pour qui le business était résultat plutôt tranquille a priori en période de confinement, qui a pris pour mission en fait de garder ses clients en bonne santé, à la fois physique et mentale, pendant le confinement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé leur compte Instagram pour publier tous les jours des cours de sport, des cours de méditation et des astuces plutôt nutrition. Eux, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à ça, c'est qu'ils ont carrément, je crois, en 3-4 semaines, triplé leur nombre de followers sur Instagram. Dernier exemple sur ce contenu pédagogique et informatif, c'est Superdrug. Donc Superdrug, pour le coup, c'est un de nos clients, c'est un peu le Sephora anglais, avec qui on a monté il y a déjà quelques mois une plateforme communautaire. Et en fait, eux, leur logique, ce sur quoi on a travaillé, c'est toujours un peu notre démarche, c'est commencer par interroger leurs clients, à la fois sur la plateforme communautaire, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur en gros quels étaient leurs problèmes, leurs questions. Ils ont aussi un chat communautaire sur le site, donc on s'est amusé à analyser tout ce qui se disait là-dessus. Et en fait, en regardant ça, on a compris quelles étaient les questions principales sur tous les thèmes des clients à ce moment-là. Et on a travaillé avec eux à créer un petit wiki de questions-réponses qu'ils ont publié à la fois sur le chatbot, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur leur site. Ça a donné lieu à une deuxième initiative, qui est une initiative de d'Online Doctor, qui fait que sur la communauté, leurs clients peuvent poser des questions, plutôt non Covid, justement, à des docteurs en temps réel. Donc ça, voilà, c'est les 4 exemples un peu clés dont je pense qu'on peut s'inspirer pour imaginer des moyens d'aider le confinement. Et je pense qu'un point qui est clé, ou en tout cas intéressant sur ces mesures, c'est qu'elles sont pour moi encore intéressantes à 2 semaines du déconfinement. Parce qu'en fait, elles ne se limitent pas forcément à la gestion de crise et que non seulement elles ont permis à ces marques d'augmenter leur public, mais aussi de fidéliser leurs clients les plus fidèles. Et d'ailleurs, d'après ce que nous, on sait sur les 4 marques que je vous ai mentionnées, aucune de ces marques ne compte arrêter ces initiatives à la fin du confinement ou même pendant le déconfinement. Donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'elles ont utilisé cette période pour finalement imaginer des best practices qu'elles se voient comme perpétuant dans le temps après cette période. Donc voilà pour ce petit récap. Pascal, Jean-Christophe, des feedbacks sur ce contenu plutôt pédagogique, informatif? Non, bah, je suis assez d'accord. De toute façon, on est alignés, c'est-à-dire que, encore une fois, jusqu'à présent, les marques nous promettaient toujours d'être plus attractives, plus accomplies, plus riches, mieux intégrées au sein d'une communauté. Bon, évidemment, le pendant, c'était quand même qu'il fallait acheter leurs produits, hein. Et on sait, là, encore une fois, qu'Instagram a été le canal de communication de cette promesse. Tout est fait sur Instagram pour, on va dire, magnifier l'esthétisme. Et donc, Instagram a souvent été le canal de l'aspiration, plus attrayant, plus accompli, plus riche, comme je le disais. Et là, tu le disais très bien, Quentin, et c'est ce qu'on est en train de dire depuis plusieurs minutes, il y a une bascule. Les marques ont commencé à modifier leur stratégie de contenu. Et je pense aussi que c'est pas du court terme, c'est quelque chose qui sera durable et qui sera modulé avec un équilibre entre l'aspiration et l'éducation. Voilà. Donc on est en train de basculer sur une partie beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus éducationnelle, qui est en partie due à la nécessité de la crise sanitaire. Car tout d'un coup, finalement, il y a des gens qui se retrouvent à faire de la gestion de communautés de crise et qui doivent trouver un équilibre entre l'obligation de rester en phase avec l'état d'esprit du moment, qui est encore une fois la vulnérabilité, et celle aussi de stimuler les ventes. Encore une fois, de toute façon, c'est aussi l'équilibre que doivent trouver les États-nations. Donc, tout le monde se retrouve finalement dans une problématique et une configuration assez proche. Et ces marques sont obligées de repenser leur place dans la vie des consommateurs et de leur communauté, ce qui fait qu'elles adoptent plutôt des contenus éducatifs ou à tout le moins des contenus utiles pour aider à équilibrer l'engagement et ne pas perdre complètement leur source de revenus. Donc on voit beaucoup d'exemples, hein. Alors, des exemples de marques très différentes. Grey Jones, par exemple, qui est une marque d'ustensiles de cuisine aux États-Unis, qui maintenant raconte l'histoire sur la fabrication des vaporisateurs.
Tatcha, qui est une marque qui, elle, est plutôt dans les produits de cosmétiques, qui a commencé à enseigner les formes d'origami, à proposer des méditations. On n'est pas très loin, on est sur des sujets connexes. Hein. Addison Bay, qui est une marque d'activewear, qui accueille des cours d'entraînement à domicile via Instagram Live. C'est intéressant parce que c'est l'exemple que j'illustre. Et finalement, on se retrouve à faire du néoness sans être néoness, simplement évidemment la légitimité sur le fait que ce sont des produits qui sont liés à des activités de pratique sportive. Donc, on peut penser comme ça, au premier abord, que tous ces contenus qui sont autour de l'éducation, de la pédagogie, finalement du prendre soin, s'écartent des préceptes ambitieux d'Instagram. Mais en réalité, on est juste en train de créer une sorte de nouveau style de vie qui sera peut-être moins esthétisé, mais qui sera finalement beaucoup plus proche de la réalité. Et on le sait qu'il y a aussi des contre-courants sur Instagram pour être beaucoup plus dans le réel et moins ancré dans cette forme de vie très, très magnifiée. Ce qui fait que finalement, la norme deviendra peut-être ce que des marques de beauté font depuis très longtemps, c'est-à-dire des tutoriels, que ce soit en magasin ou par le biais d'influenceurs, pour aider les consommateurs à obtenir le look qu'ils souhaitent. Sauf que maintenant, ça passera par une plus grande acceptation de cette stratégie par les communautés, qu'elles auront conscience que les contenus éducatifs qu'on leur prodigue, finalement, elles ont de la valeur et que même pour les marques, ça peut être un vecteur d'acheter plus, tout en ne le disant pas ou tout en le disant de manière un peu plus détournée. Oui, Pascal, moi, si je peux me permettre pour compléter, on sent bien que le champ de pertinence des marques, comme tu l'as bien dit, et Quentin l'a dit aussi, évidemment, il est en train de l'ancienne mode de communication est en train de se périmer très très vite. Et tout d'un coup, il y a un nouveau, enfin le champ pertinent pour chaque marque. Il y a à la fois l'ADN qui reste fort et la légitimité pour communiquer sur tel ou tel sujet qui reste fort. Mais le vrai sujet, c'est comment aider les clients à rentrer dans la nouvelle normalité, en fait, hein, si je veux dire. Nouvelle normalité dont on sait qu'elle ne sera pas le monde dont on vient, en tout cas pour un certain temps. Concrètement, je crois que Pascal, tu y as touché, il y a une inversion. D'abord, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va en parler un peu dans la suite de ce call et de ce webinaire, sans rentrer dans le détail, quand on parle de déconfinement, par exemple, apparemment la norme qui ressort, alors ça dépendra des gens qui travaillent dans des environnements industriels ou bureaux, mais en gros, la tendance, c'est ce qu'on appelle le 4-14, c'est-à-dire, en fait, 4 jours où on se déplace et on est très à l'extérieur et on se rapproche de la normalité, même si ça ne sera pas la même, notamment pour ceux qui vont dans des bureaux. Et en fait, alors là, je suis peut-être pour beaucoup de gens, je les étonne, mais sur un cycle de 14 jours, c'est seulement 4 jours dans un retour vers la normalité. Ce qui veut dire qu'il y a 10 jours pendant lesquels il faut réinventer sa vie, quoi. Et donc, le nouveau champ pertinent, on sent bien, ça va être, c'est quoi ces 10 journées où je réinvente ma vie? Alors, il y a sûrement beaucoup de travail à domicile, il y a sûrement du loisir extérieur, on va dire, mais dans des conditions nouvelles. Donc, il y a plein de choses à inventer et je pense que le champ d'écoute des clients et le champ de pertinence des marques, ça va être comment j'accompagne et j'aide finalement les clients à créer et à inventer cette nouvelle normalité pour eux-mêmes, en leur donnant des idées, des services qui vont permettre d'aller dans ce sens-là, quoi. J'espère que je suis clair, mais bon, le 4-14, pour ceux qui, je répète, le 4-14, donc c'est ce cycle de 2 semaines, et sur 2 semaines, il y a 4 jours, entre guillemets, back to quasi normal, mais pas complètement, parce que voilà, dans les bureaux, dans les usines, ce ne sera pas le même comportement, et notamment en termes de distanciation. Mais après, il y a ces 10 jours qui sont littéralement une page blanche pour beaucoup de gens, hein. Ouais, d'ailleurs, ça fait une bonne transition parce que tu parles à la fois de finalement les marques qui vont créer du contenu pédagogique qui va occuper ces temps-là. Mais ce qu'on voit aussi, et d'ailleurs c'est probablement ce qui a été le plus répandu, c'est des marques qui, n'ayant pas forcément grand-chose à proposer d'un point de vue pédagogique, vont simplement créer de l'entertainment, donc du divertissement, et vont en fait proposer un contenu qui va permettre d'occuper le temps des clients pendant le confinement. Ce qu'on sait déjà, c'est que l'utilisation d'Internet pendant le confinement a augmenté entre 20 et 50% en fonction des moments, que l'utilisation des réseaux sociaux, moi j'ai des stats à plus 60%. Et donc, une façon maligne de s'intégrer là-dedans pour les marques, c'était de se demander comment ils pouvaient créer un contenu pertinent en ligne et donc devenir en fait finalement une sorte de média.
Et ce qu'on voit là-dessus, alors nous, on a récapitulé ça sous forme de 4 types de contenus. Le premier, qui est probablement, je pense, le plus difficile à faire pour une marque, c'est la web série. Donc, une sorte de média régulier. Le meilleur exemple de ça qu'on ait trouvé en France, en tout cas, c'est Jennifer, donc, qui est la marque de fashion plutôt Gen Z. Alors, eux, ils ont créé une web série qui s'appelait The Break, tous les jours à 17h, et qui allait en fait faire deux choses. Un, relayer des nouvelles positives pendant le confinement, et deux, utiliser ce qu'on pense être un vrai best practice, c'est qu'ils allaient pendant la journée chercher tous les posts de leur communauté sur les réseaux et ils allaient montrer les meilleurs posts qu'ils avaient trouvés. Donc, une super façon de mettre en avant aussi leurs fans et leurs clients. Point important aussi pour Jennifer, c'est que quand ils ont lancé ça, l'intégralité de leur point de vente, mais aussi de leur site e-commerce était fermé et que donc, ils ont réussi grâce à ça à non seulement garder le contact avec leurs clients, mais augmenter la taille de leur base client alors même que toute leur plateforme de vente était fermée. Deuxième exemple, c'est ce que fait MAC Cosmétiques en France, qui a mis à dispo des experts. Donc, c'est ce qu'on appelle plus, nous, on appelait ça la mise à disposition d'experts, tout simplement. Dès le début du confinement, ils ont proposé à des make-up artistes de créer des tutos. Donc, c'est les tutos auxquels tu faisais justement référence, Pascal, pour aider les gens à finalement s'améliorer en maquillage pendant cette période. Et puis, en utilisant leur chat communautaire sur leur site, ce qu'on a mis en place, c'est un système où leurs make-up artistes peuvent tous les jours, pendant 2 heures, répondre à toutes les questions des visiteurs sur justement des questions de maquillage. Donc là, on est presque sur du contenu pédagogique, ou en tout cas, on est sur un contenu de divertissement, mais plus interactif. Troisième exemple, nous, on a appelé ça les concours de créativité. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a fait avec un de nos clients, qui est Monkey. Donc, Monkey, c'est une des boîtes, des filiales de H&M. Monkey, la façon dont ils ont géré ça, c'est que, et c'est aussi pour nous un best practice, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont commencé à demander à leur communauté, sur leur plateforme communautaire et sur Instagram, ce dont ils avaient envie. Donc, ils ont dit en gros, on sait que ça ne va pas être facile pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez voir de notre part pendant les semaines à venir? Et à ce moment-là, en fait, les réponses que nous, on a repérées, c'était de la positivité, relativement large, et de l'inspiration mode. Donc, sur la partie positivité, ils ont finalement choisi de poster des choses, comme vous pouvez voir, alors principalement ou self-care, ou pas mal de photos d'animaux domestiques, de chiens et de chats, ce qui a évidemment très bien marché. Et puis, troisième partie, plutôt des sortes de sondages un peu ouverts. Alors, même chose sur Insta ou sur la communauté, en mode, qu'est-ce que vous regardez comme série aujourd'hui? Partagez pour qu'en fait, la communauté puisse interagir et s'entraider. Le deuxième point, sur la partie inspiration mode, alors, sur la plateforme communautaire de Monkey, nous, on avait créé une fonctionnalité qu'on a appelée le Style the Latest In. Ça, ce qu'on a fait, c'est que sur la plateforme communautaire, on a récupéré leur catalogue et les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes avec ce catalogue des looks, donc des combinaisons de produits. Et ce qu'on a fait avec ça, c'est toutes les semaines des concours sur des thèmes différents. Donc, la première semaine, ça a été créer ton look confinement, donc plutôt sur quelque chose de confortable. La deuxième, si je me souviens bien, c'était créer le look que tu aurais porté au festival si tu avais pu y aller et qu'il n'y avait pas eu le Covid. Donc, à chaque fois, en fait, c'était créer des sortes de looks comme ça, les faire s'inspirer mutuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, la communauté qui a créé des looks, ce qu'on sait, c'est que les gens qui créent des looks, ils achètent plus. Ils avaient un taux de conversion qui était entre 10 et 20% supérieur. Mais surtout, on a pu ensuite utiliser ces contenus et ces looks pour les publier directement sur les fiches produits pour inspirer et puis augmenter la conversion de tous les autres visiteurs. Donc là, on reste dans des espèces d'optiques qui sont finalement… nous, on insiste toujours pour que ce soit à la fois de l'animation et du divertissement, mais qu'il y ait toujours cet objectif de ROI et de création du GC derrière. Dernier exemple, alors c'est plus les événements au sens large, parce que nous, on appelle, ce qui s'appelle aux États-Unis les social hangouts. Et là, les meilleurs exemples, c'est souvent des marques d'alcool. On a Campari qui a fait des happy hours internationaux. On a Brewdog qui est une marque de bière qui a fait des happy hours Zoom avec 1000 personnes tous les soirs, où là, il y avait plutôt de la musique live ou des pub quiz. Et puis, en France, on a Undies qui a proposé à la fois des cours de danse en live sur Insta, ou même des sleepover parties, donc des soirées pyjama entre filles. Donc là, la logique, c'est plus justement de mettre les clients en contact les uns des autres. Et finalement, c'est relativement facile à faire. Donc sur ces points-là, même retour un peu précédemment sur le contenu pédagogique. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces initiatives ont vocation à continuer après le confinement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont en passe de devenir finalement des best practices d'engagement client vu leurs premiers résultats. Donc je pense que c'est typiquement le genre d'initiative qui serait intéressante à tester rapidement.
toujours avec cette logique de je demande à mes clients ce qu'ils veulent et j'essaie de leur proposer ça de façon la plus agile possible. Est-ce que de votre côté, Valtech, vous avez des retours là-dessus? De notre côté, alors il y a un point, je pense, qui est important. On vient de parler de stratégie de marque, notamment sur les médias sociaux ou par la création d'événements virtuels pour conserver son lien, le lien avec ses communautés, donc ses clients. On voit bien dans le même temps qu'il y a un phénomène d'accélération aussi sur le e-commerce. La semaine dernière, il y avait le CEO de Shopify qui tweetait que maintenant, sa plateforme, la plateforme Shopify gérait quotidiennement l'équivalent d'un Black Friday. Je crois que lors des comptes de résultats, présentation des comptes de résultats du dernier trimestre de Target, le PDG Brian Cornell indiquait que sur des ventes en ligne comparables, l'augmentation du trafic et de la conversion était de plus de 275%. Donc, c'est aussi exhorter les marques à dire, notamment les marques qui ont des réseaux de retail, mais qui sont, encore une fois, aujourd'hui, sans la possibilité de pouvoir les utiliser. Elles n'ont pas le droit de lâcher. Et elles doivent absolument poursuivre leurs investissements. Les investissements, évidemment, pour trouver ces idées ingénieuses qui leur permettront de continuer à communiquer et garder le lien avec leur communauté, mais dans le même temps, à investir pour reconnecter tout cela avec les autres points de contact et notamment le site de e-commerce. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, dont on n'a pas parlé, c'est que poursuivre des investissements aussi, c'est sur la publicité. Les coûts publicitaires en ce moment sont très faibles, ils se sont effondrés. Ils vont normalement leur reprendre une progression quand on sortira vers un retour vers la normalité. Donc, c'est très clair pour moi, les grands bénéficiaires, encore une fois, ça va être Facebook et Google qui eux-mêmes sont victimes de l'effondrement, mais qui repartiront beaucoup plus fort parce que je pense que d'autres plateformes ou plutôt d'autres acteurs du média vont beaucoup souffrir. Et donc, aujourd'hui, on le voit bien, la plupart des initiatives dont on a parlé sont des initiatives qui sont sur le nurture de la marque et qui sont finalement sur le haut du tunnel de conversion. Donc, ça veut dire qu'il faut poursuivre l'alimentation pour l'acquisition de prospects / clients, qu'il faut travailler sur des avantages concurrentiels sous la forme de comment je fidélise mes clients. Et finalement, toutes les initiatives dont on a parlé depuis le début de ce webinaire sont des moyens de fidéliser ses clients pour que lorsque la concurrence publicitaire va rebondir, eh bien, finalement, on ne se retrouve pas à devoir faire de l'acquisition à nouveau à des coûts très, très élevés et des coûts qui seront parfois prohibitifs pour certaines de ces marques. Oui, Quentin, tu veux qu'on commence à parler un tout petit peu de l'avenir ou par rapport à notre progression là? Ouais, on va faire ça, on va juste répondre rapidement aux quelques questions, si ça vous va, avant de partir sur l'autre partie. Donc, question de Chiara sur les stratégies en B2B. La réponse de mon côté, c'est non, j'en ai pas. En tout cas, on n'en a pas préparé. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on jette un coup d'œil à ça avant de vous envoyer un recap. Après, la logique sur les stratégies B2B, ça doit rester pour moi à peu près toujours la même. C'est-à-dire se dire, en gros, commencez par demander à vos clients B2B ce dont ils ont besoin et créer le contenu qui peut les aider. Donc, j'imagine que quand vous êtes sur du B2B dans les secteurs précis, ils ont des problèmes très spécifiques liés au confinement. Je pense que imaginer le contenu qui peut les aider à ce moment-là serait la bonne stratégie. Ça, c'est la méthode. Après, on regardera si on a des exemples à vous donner en vous envoyant le récap papier de ce webinaire, si ça vous va. On peut, Quentin, juste pour compléter, on peut en effet regarder et faire une veille sur le B2B. C'est vrai qu'on ne l'a pas spécifiquement regardé. Par contre, je trouve que par rapport à ce que disait Jean-Christophe en début de webinaire, là, plutôt des stratégies qui sont centrées sur les salariés deviennent plutôt très pertinentes, d'une certaine façon. Ouais. Ok. Deuxième question, Philippine. Pensez-vous pas que les clients vont se désintéresser de ces initiatives? Évidemment, oui. Je pense que quand on aura l'occasion d'aller boire une bière dans un bar, on choisira d'aller dans un bar plutôt que de rester devant son Zoom. Donc, dans le cas de l'alcool, je pense que c'est le cas. Après, ce que nous, on devine, et d'après les communications typiquement de la boîte de BrewDog, c'est que la question qui sont en train de se poser, c'est aussi finalement sur les pub quiz.
et les lives, donc plus en entertainment, ou ce que certains appellent le retailtainment, c'est est-ce qu'ils pourraient toutes les semaines, par exemple, proposer un artiste en live sur un Zoom qui soit sponsorisé par la marque de bière. Donc, ça va plutôt être des déclinaisons qui vont rester pertinentes après le déconfinement, mais qui vont les pousser justement à rentrer dans cette logique de ou création de contenu, finalement juste divertissant, ou création de contenu pédagogique. Donc, pour enchaîner sur la partie Kids Chain, nous, on voit beaucoup de retailers, surtout aux États-Unis, qui sont en train de se réinventer et de réinventer notamment leurs magasins comme des lieux d'entertainment. Donc, par exemple, dans le cadre de Hobbycraft, de créer toute une partie des magasins qui vont créer des cours. Et là, sur ces cours, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que les gens vont préférer se rendre en magasin ou rester en ligne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours, enfin d'après eux, il y aura toujours une demande là-dessus. Je voulais juste ajouter, Quentin aussi, c'est ce que j'indiquais dans ma première intervention. On voit énormément de tests en ce moment se réaliser. Tout ne va pas réussir. Il y a beaucoup de choses qui vont être jetées à la poubelle à la fin de cette période de crise sanitaire. Et finalement, ce qui va résister, c'est ce qui créera le plus de sens pour le consommateur final ou ce qui créera, on va dire, ce ne sera pas des opérations gadgets. Ce sera des choses qui seront ancrées soit dans l'ADN de la marque ou soit qui, encore une fois, rencontrent le besoin, des besoins un peu plus durables et moins des besoins d'urgence comme on le voit aujourd'hui. Ok. Et sur la partie sièges sociaux et retailers, donc la question de Thibaut, là, j'ai rien de très particulier non plus. Je pense que c'est intéressant aussi, donc ça vaut le coup qu'on regarde ça pour vous donner un peu un récap de ce qu'on a trouvé dans le cadre du récap de ce webinaire. Est-ce que de votre côté, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je crois comprendre à travers la question de Thibaut, bon, évidemment, et en plus, habitant sur New York, c'est un truc que je vois, mais je pense que c'est vrai maintenant à Paris aussi, et dans d'autres villes de France, c'est évidemment se servir du bureau comme point de livraison massif, on va dire, et inciter les clients à faire ça en termes de qualité de service, sachant que dans les accueils bureaux, évidemment, la distanciation est garantie, ce qui n'est pas toujours le cas, on en reparlera tout à l'heure, dans d'autres formes de livraison e-commerce. Donc, j'interprète la question de Thibaut comme ça, mais qu'il n'hésite pas à la préciser s'il avait autre chose en tête. Ok, mais je te laisse, en attendant, je te laisse enchaîner si tu veux sur la partie un peu plus déconfinement. Ouais. Déjà, Christophe. Oui, merci beaucoup. Oui, d'abord, les choses vont très très vite. On se rend compte que vraiment les niveaux d'attention ce qu'on vit est unique. Il faut le rappeler, quel que soit l'âge, quelle que soit sa génération, c'est absolument unique. On n'a jamais connu un coup de frein pareil. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, c'est quand même que, et là je ne veux pas verser dans le pessimisme, c'est pas l'objectif du tout, mais aujourd'hui, on ne s'interroge pas sur le fait de savoir s'il va y avoir une récession, on s'interroge sur le fait de savoir s'il va y avoir une récession ou une dépression. Donc ça veut dire que la sensibilité économique et pouvoir d'achat, elle va monter en flèche. Il faut en avoir conscience aussi. Donc après, tout dépend du positionnement des marques, évidemment, en termes de prix, de distribution et de position sur le marché, en termes de clientèle. Mais je pense qu'il va falloir revoir aussi, pour beaucoup de marques, de revoir le discours par rapport à cette contrainte économique qui va forcément, comme on le sait, va faire remonter en flèche l'attention au prix, l'attention à la valeur. Je pense que ça, c'est un point clé. Voilà, donc ça, on en a peu parlé. Je dois dire que pour l'instant, les marques, c'est normal, elles n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus, mais on sait que c'est devant nous. Voilà, sans avoir besoin de rentrer dans le détail des indicateurs économiques ou d'emploi ou de contraction de pouvoir d'achat, ou de comportement standard, on va dire aussi, de sécurité, c'est-à-dire de limitation de la dépense en attendant d'y voir plus clair dans un comportement d'épargne, on va dire. Donc, tout ce qui est bon plan, on va dire ça va forcément être un sujet. L'autre sujet, c'est tout ce qui est réutilisation ou réparation. Je pense que ça, c'est des très beaux sujets aussi. Alors, il y a des marques qui étaient déjà très avancées sur ces sujets-là, mais je pense vraiment que tu parlais de DIY tout à l'heure, plutôt dans le sens classique, DIY, bricolage à la maison, ce qui est un élément aussi, c'est réapprendre à faire des choses soi-même, mais pourquoi pas réapprendre à faire des choses sur des produits que j'ai pour leur donner une seconde vie, les améliorer avec de l'assistance de la part des marques. Donc, je pense que ça, c'est une zone dont on pourra reparler dans un prochain webinaire, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette dimension économique et de changement de comportement en matière de dépenses et de relations aux produits. Tout ce qui est attitude minimaliste et produits d'occasion, qui était déjà très visible avant cette crise, va probablement s'amplifier.
Au passage, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui n'auraient pas vécu multiples crises pour l'instant, c'est que en général, dans les crises, c'est pas tellement des choses nouvelles qu'on voit apparaître, c'est une amplification de signaux faibles qui existait déjà avant la crise, en fait. Voilà. Alors, sur la préparation de l'avenir, je pense que les leaders, et je pense à des marques comme Ikea et Decathlon que je connais bien, je pense que la préparation de l'avenir va être dans la co-création de l'avenir, en fait, avec les clients. Ça, c'est un point absolument fondamental, parce que l'avenir n'est pas écrit. Les comportements en matière d'omnicommerce et de relations avec les différents canaux de transactions et de services vont être radicalement nouveaux. On va dire que la probabilité de se tromper si on ne fait pas un travail de co-création avec les communautés de clients est extrêmement élevée, encore plus élevée qu'avant. Et en plus, dans cette période où les gens ont sûrement une hypersensibilité à la pertinence et à la non-pertinence, si en plus on est non-pertinent, ça va vraiment se voir, quoi, encore plus que d'habitude. Donc, je pense que… et inversement, si on le dit de façon positive, comme d'habitude, ceux qui sont dans la pertinence tout de suite, ils vont en tirer une visibilité, un bénéfice et une gratification monumentale. Vous avez parlé effectivement de Decathlon, qui au passage d'ailleurs a travaillé avec une communauté, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais sur le masque Easy Breath, en fait, c'est aussi une communauté qui spontanément, je pense en Italie au départ, est partie sur de la fabrication 3D de connexion entre le masque et les arrivées d'oxygène dans les hôpitaux. Donc au passage, c'est un exemple qui est communautaire et qui n'est pas simplement, sachant que Decathlon a fait un super boulot ensuite en France en mettant à disposition les masques dans les réseaux de santé et les hôpitaux évidemment. Alors, dans la co-création, il y a des tendances quand même qui s'affichent. Bon, d'abord, je pense que dans le domaine du retail, qui est ma spécialité, je pense qu'on sent bien que dans la mission des différents canaux, le online, aussi bien en termes de partage de contenu avec les clients qu'en matière transactionnelle, est en train de prendre un ascendant extrêmement fort. Je ne veux pas dire le dessus sur le magasin, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, dans la répartition des canaux, le e-commerce, on va dire à un certain moment ces dernières années, était sur des croissances qui devenaient plus modérées. On parlait même dans certains cas de croissance à un chiffre au global de l'e-commerce, ce qui était un vrai ralentissement pour l'e-commerce, qui était plutôt à deux chiffres forts. Je pense qu'on va voir revenir pour beaucoup de marques et beaucoup de catégories de produits cette croissance. On le voit déjà en Asie. Donc moi j'ai des webinaires comme ceux d'aujourd'hui dans un contexte mondial et avec l'Asie. On voit des croissances à 2 chiffres sur les canaux e-commerce. Donc ça, c'est un canal sur lequel… Alors, ça ne veut pas dire que ce canal, il ne va pas devoir se transformer. Et je pense en particulier avec tout ce qui va être livraison et derniers kilomètres ou même les derniers mètres. Nous sommes tous en ce moment, je suppose, plutôt des clients du e-commerce que des clients magasins en dehors de l'alimentaire, évidemment. Moi, je suis impressionné de voir à quel point, selon les modalités de livraison, l'expérience peut être forte ou totalement aberrante. Dans les expériences aberrantes, j'ai eu un livreur, une marque que je ne citerai pas, mais qui est arrivé avec le terminal sur lequel il faut signer avec le doigt, le livreur sans masque, et j'interroge sympathiquement en disant, alors vous, il n'y a pas de masque, pas de gants, et la réponse du livreur, originale, mais malheureusement très mauvais pour la marque, c'était on mettra des gants quand on ira au ski, quoi. Bon, voilà. Donc, je fais exprès de vous donner cette anecdote parce qu'elle marque, mais elle me marque en me disant, ok, là, terminer cette marque-là est catastrophique, quoi. Donc, et dans l'avenir, des faux pas de ce type-là pardonneront pas. C'est-à-dire que vraiment, ce sera une décision de ne plus le faire. Inversement, donc, je pense qu'on va avoir une forte fréquence d'utilisation du online, même en termes de canal d'information. Et il va falloir se préparer à une baisse de fréquentation des magasins. Alors, on va dire, dans certains cas, c'était une tendance. Oui, mais du coup, ça va mettre la barre encore plus haut sur la réussite de ce que va être une expérience magasin. Et ça, il faut la co-créer avec les clients. Alors, 2-3 idées que j'ai vues, des premières idées, des signaux faibles, mais que je trouve intéressants. Alors, au Canada, par exemple, il y a une marque alimentaire qui a pris conscience que le e-commerce alimentaire, c'était d'abord un besoin pour les gens qui ne pouvaient pas aller en magasin, parce que les magasins alimentaires sont ouverts, évidemment. Et donc, ils ont privilégié en fait les créneaux pour les seniors, les créneaux de livraison pour les seniors et pour les gens qui ont des vulnérabilités. Alors, dans le détail, il faut rentrer dans les modalités, parce qu'évidemment,
ne peut pas demander aux gens d'affirmer carte d'identité en main, qui sont seniors, etc. Donc là, il faut travailler le sujet, mais c'est un axe intéressant. C'est un axe intéressant pour dire, bah oui, on a bien compris et c'est compris des clients qui, par ailleurs, seraient exclus, on va dire, ou auraient du mal à trouver des créneaux. Et inversement, évidemment, c'est très apprécié de ceux qui ont des vulnérabilités et qui ne peuvent pas se rentrer en magasin. Hein. Donc voilà, c'est des idées qu'on n'aurait évidemment pas eues avant et qui montrent qu'il faut vraiment repartir d'une page assez blanche, en fait, et raisonner avec les clients. Et donc, la co-création avec les clients, ça va faire émerger des idées de ce type-là qu'on aurait, très honnêtement, qu'on aurait rarement spontanément si on se met entre professionnels dans une salle, professionnels de la distribution ou de la marque dans une salle et qu'on commence à brainstormer, quoi. Il faut un client dans la salle et c'est ce que j'appelle la co-création. Alors, la co-création, c'est pas forcément en faisant venir le client en focus group, évidemment, ça va pas être simple, mais par contre, des co-créations en ligne. Et là, je pense évidemment à nouveau à des marques comme Ikea et Decathlon qui ont déjà fait de la co-création produit ou qui ont déjà des communautés. Dans le cas d'Ikea, c'est TaskRabbit, qui sont des communautés de services locaux, on va dire, monétisées entre des voisins. Donc voilà, là, on sent bien que des marques comme ça, elles ont de l'avance. Et pour les marques qui étaient tout près de ça, et avec Talkie-Walkie, évidemment, on travaille quotidiennement là-dessus, c'est l'occasion jamais de rentrer dans cette démarche de co-création avec les clients. Voilà. Sur la co-création d'expérience en magasin, on aura l'occasion d'en parler, mais évidemment, on sent bien que des tendances qui étaient sur le self-checkout, c'est-à-dire le paiement, l'auto-paiement, on va dire, ou l'auto-passage en caisse, hein, ça, c'était déjà hier, on le sent bien. On va rentrer dans ce qu'on appelle maintenant le self-shopping. Hein. C'est plus simplement le paiement qui est le sujet, c'est l'ensemble de l'expérience entre l'entrée, le fait d'être dans le magasin et même de payer. Et alors, c'est un self-shopping qui va être totalement mobile-centrique sur le mobile du client. Hein. Donc, à l'heure où on se parle, on aura forcément un autre webinaire là-dessus avec Talkie-Walkie et Valtech. Mais à l'heure où on se parle, on sait déjà que les écrans tactiles, malheureusement, c'est fini. Hein, ou en tout cas, c'est fini pour longtemps. Et donc, il se trouve que… Bon, nous, notre recommandation chez Valtech, c'était d'éviter d'ailleurs les écrans tactiles en magasin pour plein de raisons, notamment le fait que leur durée de vie et leur retour sur investissement étaient assez limités parce qu'il y a une telle rotation des équipements que très vite un écran est obsolète. Mais au-delà de ça, plus que jamais, on recommandait déjà de vraiment être centré sur le mobile du client. Et là, on voit bien que l'expérience asiatique, où littéralement on peut tout faire dans un magasin avec son mobile, hein, basé sur des QR codes, c'est quelque chose qui va tout d'un coup arriver très très vite. C'est plus la pente d'adoption en Europe ou en Amérique du Nord qui était très ponctuelle en B2C. Là, il faut pouvoir interroger une étagère, je pense à l'alimentaire, pour avoir des informations directement avec son mobile en scannant un QR code avec son appareil photo. Il faut pouvoir le faire sur du packaging produit. Donc, un gros sujet pour les marques, c'est comment créer un nouveau packaging produit. Alors, c'est un sujet, et je sais qu'il est douloureux parce que les marques n'aiment pas, parce que c'est coûteux industriellement. Mais si certaines marques étaient tout proches de ça, bah, c'est l'occasion que jamais de développer une expérience qui va être centrée sur le mobile du client et utilisable directement en magasin à partir du packaging produit ou sur packaging, même si évidemment la tendance c'est pas au surpackaging. Après, il y a la possibilité, alors je pense à des catégories comme la mode ou les cosmétiques, il faut se réinventer complètement. Nous, on travaille dans le domaine de la mode ou aussi de l'alimentaire sur des systèmes où les systèmes anti-vol peuvent être défaits directement par le client. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en termes d'innovation, il y a des outils qui permettraient au client, en Bluetooth avec une application, en fait, d'enlever l'anti-vol, par exemple sur une bouteille d'alcool ou par exemple sur un produit de mode, enfin, et sur des collections de mode, pour littéralement l'enlever en ayant payé sur son mobile. Hein. Donc, c'est parce que je paye que je peux enlever l'anti-vol et tout ça se fait sans aucune assistance. Hein. Donc, en anglais, on dit qu'on va rentrer dans un monde qui va être touch-free, hein, c'est-à-dire littéralement, je ne touche plus ou je touche le moins possible, à part le produit. Bon, ben là, on sent bien qu'il y a un design thinking et du design d'expérience, comme on le fait beaucoup avec Pascal en France et ses équipes chez Valtech, et comme on peut le co-créer avec Talkie-Walkie par anticipation, on va dire, par des échanges en ligne avec les clients. Voilà. Donc, je vous donne quelques pistes. Évidemment, dans le domaine de la cosmétique et de la beauté, on sent bien que tout ce qui est échantillonnage ou test en magasin, tout ça, c'est fini aussi. Hein, c'est pas touch-free. Donc, on sent bien que la réalité virtuelle va revenir très, très fort. Nous, à titre d'exemple, chez Valtech, on a travaillé sur la réalité virtuelle aussi bien dans le domaine du camping, par exemple, avec Decathlon, que dans le domaine des cosmétiques. Là, je ne peux pas les citer parce que ça va sortir, mais sur le fait
effectivement, même sur mon mobile en magasin, de pouvoir tester des produits de soins en termes de ton, enfin de couleur de peau, mais évidemment aussi tout ce qui est maquillage. Voilà, pour vous dire qu'il y a des révolutions qui étaient en cours, et je terminerai là-dessus. On sent bien que là, tout d'un coup, c'est des ruptures qui s'annoncent pour que l'expérience soit à nouveau possible et attractive en magasin. Et donc, il faut co-créer ça parce qu'il va y avoir des solutions à construire avec les clients par marque et par typologie de produit. Super. Bah, hyper intéressant. Mais bon, moi, je savais déjà ce dont tu allais parler, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de se projeter aussi loin. Moi, en termes de mini-conclusion, parce qu'on n'a pas trop de temps, je pense que tu parles de beaucoup de mesures qui peuvent paraître très loin ou très difficiles à mettre en place pour quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans sa boîte. Moi, comme espèce de conseil concret, je pense que le seul truc qu'il faut retenir, parce que finalement, c'est la base de tout ce que tu décris, c'est le fait d'essayer de mettre en place le plus rapidement possible, d'une façon ou d'une autre, des discussions ou des systèmes d'interrogation et d'échange live avec ses clients. Si vous n'avez pas de plateforme communautaire, le fait de simplement utiliser Facebook, simplement utiliser les emails, c'est déjà un plan. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'adhère totalement à cette vision que quand on est dans le flou, la seule boussole qui peut nous guider de façon à peu près certaine, c'est le feedback que vont nous donner les clients en temps réel. Et je rajouterai un autre point qu'on voit vachement chez nos clients qui ont des plateformes communautaires. Un truc qui fait peur, généralement, c'est de se dire « Ouais, mais si j'interroge mes clients, ils vont me dire quoi faire. Et puis ensuite, je ne sais pas si ma boîte en elle-même va être capable de délivrer, pardon pour l'anglicisme, de délivrer assez vite parce qu'on n'est pas assez agile, etc. » Le truc, c'est que ce qu'on voit dans les boîtes, c'est que la seconde où une demande vient du client, qu'il y a des métriques, des chiffres associés au client, et ben, ce type d'initiative va monter et avancer beaucoup plus vite. Et justement, créer cette espèce d'agilité et de flexibilité dans la boîte. Donc, si jamais demain, il y a un truc à faire pour lancer tout ça en interne, je pense que déjà, avoir un endroit où on peut poser des questions à ses clients et demander leur avis sur toutes ces questions, c'est un super départ. Pascal, quelque chose que tu voulais ajouter ? Je pense qu'on vient de le dire. En effet, il y a très nombreux signaux faibles qui vont être finalement, entre guillemets, dans le monde d'après, vont voir s'accélérer. On va être dans un monde d'accélération en fait, de signaux faibles ou alors d'éléments qui étaient mûrs et qui vont finalement, encore une fois, décortiquer les situations plus rapidement. Moi, je dirais simplement quand même, attention, des retournements de l'histoire, il y en a pas mal. Donc, ne pas être trop définitif. Les marques ne doivent pas écarter toutes les solutions a priori. Ça demande en effet d'être testé par du feedback client, par des méthodologies de design thinking. Ce qu'on disait hier, tout d'un coup, n'est plus valable et peut-être que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas complètement valable demain. Donc, le plafonnement du e-commerce, par exemple, il y a quelques années, on lisait des études qui nous indiquaient que le e-commerce avait atteint son plafond de verre et on se rend compte aujourd'hui que grâce ou à cause d'une situation absolument exceptionnelle, le plafond de verre a explosé très rapidement. Donc, il y a énormément de stratégies ou de stratégies de moyens qui sont mises à disposition des marques et elles doivent pouvoir potentiellement y avoir accès et les tester. Enfin, c'est certain, il va y avoir plein de nouvelles choses et là, on le sait et chez Valtech, on est bien positionné pour le savoir. C'est aussi la technologie qui va le permettre. C'est le champ des possibles lié à la technologie qui fera que certaines expériences prendront ou pas de la pertinence et de la vélocité dans leur mise en œuvre. OK. Ouais, Quentin, je voulais juste rebondir sur ton commentaire, juste pour pas désespérer nos participants au webinaire. Il y a des quick wins, hein, il n'y a pas que des solutions à long terme dans ce que j'ai dit. Quand je parle de QR code, franchement, en termes de technologie, mettre des QR codes sur des étagères, sur du packaging, je suis d'accord avec toi, hein, mais sur du packaging produit, mais sur des étagères dans des magasins, franchement, et mettre du contenu pertinent derrière, adapté à ces étagères-là, c'est rien à faire. Hein. Donc, quand je dis c'est rien à faire, c'est du travail, mais pour les gens qui nous écoutent, qui sûrement sont largement versés dans le digital ou voilà, il faut toujours produire des contenus, mais là aussi, il faut faire attention, les clients aimeront le contenu pertinent, de qualité, pas forcément le super contenu, on va dire, en termes de production finale, mais pertinent. Donc, voilà, il y a des quick wins dans ce monde qui arrive et il va falloir montrer assez vite des quick wins d'ailleurs, parce que sinon, les clients, ils vont se détourner malheureusement de nos marques ou de nos magasins, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas forcément vachement de temps pour des Q&A finalement, mais je pense que la plupart des questions ont été posées en temps réel. S'il vous en reste quelques-unes, n'hésitez pas à les envoyer directement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme adresse, mais vous pouvez les envoyer à notre directrice market directement, qui en fait
pourra, oui, ou à nous directement, qui pourra, on pourra y répondre, et deuxièmement, on pourra aussi rajouter en fait des éléments de réponse dans les récaps de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean-Christophe. Merci Pascal. Merci beaucoup. Super. Bonne continuation à toutes. Et puis, on arrive demain ou après-demain avec les premiers récaps et les vidéos. Merci à tout le monde. Au revoir. Très bien. Bonne journée à vous. Au revoir.